israélienne dans la bande de Gaza. Opération qui a démarré hier soir. Un soldat israélien a été également tué. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit ce soir en urgence à 21 h, heure de Paris. Barack Obama s'est exprimé au lendemain du crash de la Malaysia Airlines et le président américain affirme que l'appareil a été abattu par un missile tiré d'un secteur contrôlé par les séparatistes pro-russes. Le président américain qui a de nouveau accusé la Russie de fournir les séparatistes pro-russes en armes lourdes et anti-aériennes. Barack Obama qui appelle par ailleurs à un cessez-le-feu en Ukraine. Et puis après la Côte d'Ivoire, François Hollande est au Niger, deuxième étape de sa tournée africaine. Il a été question de lutte antiterroriste dans le Sahel. François Hollande qui va se rendre maintenant à N'Djamena, au Tchad, où il va rencontrer Idriss Déby. Notre premier débat consacré ce soir au crash de la Malaysia Airlines qui effectuait la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur. 298 personnes ont été tuées. L'avion aurait été abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine, dans la localité de Tcharkassk, dans la région de Donetsk. Les autorités ukrainiennes et les rebelles pro-russes se rejettent la responsabilité de cette présumée attaque. Je dis présumée attaque. Avion qui aurait été abattu. S'agit-il d'une attaque militaire ou d'une bavure? Quelles conséquences sur le conflit ukrainien? On en parle avec nos invités, avec vous. François Hesbourg, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller spécial du président de la Fondation pour la recherche stratégique. Philippe Migaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste dans les études des partenariats entre les Russes, les Français et les Européens. Et surtout, vous êtes un spécialiste de la défense. Philippe Migaud, est-ce qu'il est quasi certain ce soir, est-ce qu'on peut dire que cet avion a été abattu? C'est une certitude? Non, c'est absolument pas une certitude. Pour l'instant, on a un discours du président Obama assurant qu'il s'agit d'un tir de missile provenant d'une zone rebelle. Tant que la commission d'enquête n'aura pas pu se rendre sur place, qu'elle n'aura pas pu mener ses investigations et que toutes les différentes hypothèses n'auront pas été levées, nous n'aurons aucune certitude. On ne peut absolument pas exclure qu'il s'agisse éventuellement d'un attentat. On ne sait pas si missile il y a eu, s'il venait bien effectivement d'une zone rebelle ou pas. Il y a encore énormément de zones d'ombre, énormément d'hypothèques qu'il faut lever. François Hesbourg, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Philippe Migaud? On ne peut pas dire à 100%. Je crois que le président Poutine, au Conseil de sécurité, a émis moins d'hypothèses et moins de doutes que M. Migaud vient de le faire. La seule chose sur laquelle à peu près tous les protagonistes semblent être d'accord en ce moment, les Ukrainiens, les séparatistes, les Russes, les Américains, ainsi de suite, c'est qu'il se serait agi effectivement d'un missile solaire qui aurait abattu l'avion. D'autres hypothèses ne sont pas à l'heure actuelle émises. Donc je crois que même si ce serait mieux d'avoir des morceaux du missile, s'il en reste, après que la scène de crime ait été copieusement envahie et pillée pendant 24 heures par les centaines de personnes qui ont pu y accéder sous la houlette des séparatistes du cru, ce serait évidemment mieux, mais je crois que le débat n'est pas là en ce moment, hein. Le débat est sur qui a fait le coup. Alors, qui a fait le coup, justement, Philippe Migaud? Alors, de manière très claire, l'a dit Barack Obama a donné tout à l'heure, il a fait un point presse, et pour lui, c'est très clair, c'est les séparatistes pro-russes, avec derrière la Russie. C'est ce que disent également les autorités ukrainiennes. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que cette hypothèse vous semble totalement probable? Alors d'abord, j'aimerais répondre à M. Hesbourg que ce n'est pas parce que les États-Unis n'émettent pas d'autres hypothèses qu'un tir de missile. Ni la Russie, ni l'Ukraine, ni les séparatistes. Oui, mais il y a d'autres gens qui en émettent des hypothèses. Ah bah vous, oui, bien sûr. Oui, vous, il n'y a pas que moi, il y a moi et d'autres personnes. Je rappelle quand même qu'il est un petit peu embêtant de prendre des leçons sur la Russie de la part des Russes, des Ukrainiens. Sur ce type de problématique de la part de personnes qui croyaient ferme en 2003 que les armes que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Donc ça pose quand même un petit Saddam Hussein. Je ne vous ai pas interrompu, merci de ne pas m'interrompre. Ah ben, je n'ai aucune raison de ne pas vous interrompre. Allez, on va pas revenir. Et pourquoi pas? C'est un débat. Oui. C'est un débat. J'ai le droit de vous interrompre. Ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas un monologue. Oui, mais attendez, il me semble que je vous rappelle qu'en 2003, j'étais contre la guerre en Irak. Vous vous êtes exprimé. Très clairement. Est-ce que vous vous êtes exprimé contre la guerre en Irak en 2003? Non, je ne me suis pas exprimé puisqu'on ne m'a pas demandé mon avis.
Ah ben, donc vous considériez que vous n'aviez pas à écrire, à parler. Moi, je me suis exprimé contre la guerre en Irak. En 2003, j'étais dans une autre profession, en l'occurrence. Et donc vous n'aviez pas à avoir d'avis sur la question. Donc vous faites la leçon 10 ans plus tard. En tout cas, ce qui vous êtes formidable, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas de leçon vous êtes formidable. Ah bah si, vous en avez à recevoir. Non, je ne pense pas du tout. Ah bah tout. si, vous évoquez un fait ancien en me mettant en cause. Je vous mets en cause. Est-ce qu'on peut revenir, si vous voulez bien, sur le crash? Parce volontiers, que si on commence à revenir volontiers, plutôt que de parler de Saddam Hussein. En 2003, Saddam Hussein, c'est pas la thématique ce soir. Non, mais le problème est la question que je vous la repose, est-ce que la piste des séparatistes pro-russes, est-ce que c'est une piste qui tient la route? Techniquement, elle est envisageable. En même temps, il y a un certain nombre d'éléments qu'on n'a pas, d'éléments d'information qu'on n'a pas en notre possession. Comment ça fonctionne concrètement un système BUC? Un BUC, c'est pas juste un missile, c'est un système de missiles. Vous avez les missiles en tant que tels, vous avez un radar qui vous permet de détecter les avions, et puis vous avez un autre radar qui vous permet de poursuivre l'avion, comme on dit, et puis de conduire le tir, de guider les missiles sur l'avion. Donc théoriquement, vous fonctionnez en adéquation entre différents modules. On sait, du moins ils l'ont revendiqué, que les rebelles ont saisi des missiles BUC. Mais avaient-ils saisi les autres modules? Parce que quand on ne saisit pas ces autres modules, il n'est pas nécessairement facile de conduire un tir de missile sur un avion, même sur un avion civil. Mais si là, les Russes avaient aidé, justement, attendez, je finis. Parce que théoriquement, il y a possibilité, malgré tout, même avec un simple véhicule, pour des gens bien formés, il y a possibilité de le faire. C'est plus compliqué, mais si vous êtes bien formé, théoriquement, vous devez pouvoir y parvenir. La question est de savoir ce que les rebelles avaient réellement en leur possession et s'ils avaient les gens capables de conduire un tel tir à partir d'un véhicule unique. François Hesbaud. Oui, vous avez dit tout à l'heure qu'Obama avait dit que les séparatistes avaient tiré le missile. Moi, j'ai écouté attentivement ce qu'a dit Obama tout à l'heure. Il a dit que le missile avait été tiré depuis la zone contrôlée par les séparatistes. Et il a été prudent. Et d'ailleurs, il est revenu ensuite sur le sujet en disant mais on ne sait pas encore vraiment qui l'a tiré. Mais dans le même temps, il a accusé quand même la Russie de fournir les séparatistes pro-russes en armes lourdes et antiaériennes, dans la même phrase quasiment. Sur France 24, j'ai le souvenir d'avoir vu des images il y a quelques jours de chars lourds russes qui franchissaient la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Donc là-dessus, je crois qu'à moins que vous ayez raconté des nanars, je pense que le fait est raisonnablement établi. Quant à savoir qui a tiré, techniquement, d'abord ce qui a été dit est exact. Nous ne savons pas si tous les modules ont été entre les mains des séparatistes, et notamment le module dit de commandement, qui permet d'intégrer des données de renseignement sur l'état de la situation aérienne au moment où les types s'apprêtaient à tirer. L'état de la situation aérienne, ça veut dire quoi? Savoir quels sont les avions qui sont dans la zone. Moi, avec un smartphone, je peux aller sur un site internet qui me permet de localiser en temps réel. Je crois que je n'ai pas le droit de donner les noms de sites et des choses comme ça à l'antenne, donc je m'en abstiendrai. Mais vous avez des sites qui vous permettent de localiser tous les vols civils qui ont lieu dans l'espace aérien européen, Ukraine et Russie d'Europe comprises, ce qui fut d'ailleurs le cas pour les MH17. Et visiblement, les séparatistes n'ont pas pris cette précaution élémentaire qui était de vérifier s'il y avait de tels avions qui survolaient la zone qu'ils contrôlaient, les séparatistes ou ceux qui ont tiré les missiles. Mais précisément parce que cette précaution ne fut pas prise professionnellement ou de façon ad hoc, je vois mal les Russes ou les Ukrainiens tirer délibérément sur un avion de ligne. De toute façon, personne n'y a intérêt, François Hesbaud. Il faut quand même se dire la vérité. Est-ce que les séparatistes pro-russes auraient intérêt à ça? Même la Russie, oui, mais les Ukrainiens... Les séparatistes n'avaient pas forcément les moyens de faire la discrimination, alors que les Russes et les Ukrainiens, du moins au niveau de leurs forces armées régulières, sont normalement équipés et organisés pour procéder à ce genre de prudence. Mais on peut penser à une bavure, puisqu'il y avait déjà 2 avions qui ont été... prudence élémentaire. Les avions qui ont été abattus ces derniers jours ne furent pas abattus dans le cadre de bavure. Non.
Mais là, on pourrait peut-être penser, est-ce qu'en tout cas ça tient la route? C'est-à-dire, si c'était, parce que tout ça est avec des si c'était, oui, hein, vous êtes d'accord, Philippe Migaud, François Hesbourg aussi, pour l'instant on fait des hypothèses. Là, nous ne savons pas. Hein. On ne sait rien du tout. Si c'était les séparatistes pro-russes, est-ce qu'ils peuvent faire le distinguo lorsqu'ils tirent un missile entre un avion militaire ukrainien et un avion de ligne? Monsieur Hesbourg vient de le dire. Vous imaginons que vous n'ayez que le véhicule. Vous êtes obligé de bricoler pour savoir avec un iPhone ce qui vole ou ce qui ne vole pas. Bon, déjà, il faut avoir connaissance, il faut avoir l'iPhone, il faut qu'il y ait du réseau. On est dans une zone de guerre. Bon, théoriquement, il y a quand même du réseau. Imaginons que vous n'ayez pas cette idée lumineuse et que vous voyez sur votre radar un avion en phase d'approche. Vous pouvez très bien confondre cet avion avec éventuellement un gros porteur type Ilyushin 476. Il y a un Ilyushin 76 qui a été abattu récemment par les séparatistes, qui était en phase d'approche à l'atterrissage. Il se peut très bien que dans le climat de tension actuel, il y ait eu une bavure, effectivement. Il y a aussi quelque chose qu'on ne peut pas totalement exclure, qui n'a pas été abordé jusqu'ici, mais une question qu'il faut bien se poser, c'est une bavure ukrainienne. Une bavure ukrainienne, il y en a déjà eu une en 2001, puisque les forces armées ukrainiennes ont abattu, avec un missile solaire, un avion d'une compagnie aérienne russe, la compagnie aérienne Sibir, et à l'époque, ils ont dit « Oh, excusez-nous, on n'a pas fait exprès ». C'était une époque où l'armée ukrainienne était beaucoup plus structurée, beaucoup plus organisée que maintenant, parce que l'armée ukrainienne, au moment des événements de Maïdan, elle a totalement volé en éclats, à l'image de la société ukrainienne, elle s'est séparée en deux. Donc vous avez une bonne partie des professionnels qui a déserté, une partie des professionnels qui est partie chez les séparatistes, certains de ces professionnels pouvant éventuellement d'ailleurs avoir participé au tir. Mais le corollaire de la chose, c'est que vous avez une force totalement désorganisée et qui, dans un climat de tension où on s'attend éventuellement à une agression russe, en tout cas c'est ce qui est vendu sans arrêt en Ukraine, les Russes vont attaquer, les Russes vont attaquer, les Russes vont attaquer, rien ne prouve qu'il n'y ait pas pu avoir un tir accidentel ukrainien. C'est envisageable. C'est envisageable, ça a déjà eu lieu. Ça fait partie des hypothèses. Je rappelle cependant que pour abattre un avion, il faut être à la portée de l'avion. Et le missile qui a battu l'avion, tout le monde parle du système Buk, et je crois que ce n'est pas tout à fait par hasard, puisque les trois protagonistes en disposent. À ma connaissance, et ni les Russes ni les séparatistes n'ont dit jusqu'à présent le contraire, il n'y avait pas de système de ce type dans le volume dans lequel volait l'avion qui a été abattu du côté ukrainien. La zone était sous contrôle des séparatistes, et tout à côté de la frontière de la Russie. Donc le genre de bavure, et c'en était une impressionnante il y a 13 ans, hein, qui a été citée, là il s'agissait d'une arme à beaucoup plus longue portée. C'était une fusée S-200 avec une portée nominale de 250 km. Manque de chance, elle avait continué 100 km de plus. Et les Ukrainiens avaient mis un certain temps, mais ils avaient fini par reconnaître la bavure. Et ils avaient d'ailleurs dédommagé les familles israéliennes, parce que c'est un avion qui était chartérisé par les Israéliens. Donc ça peut arriver, mais il n'y a pas d'indices à l'heure actuelle qui permettent d'étayer cette... L'enquête promet d'être très compliquée, parce que ce soir, les observateurs de l'OSCE disent qu'ils n'ont pas la liberté, en tout cas de mouvement, sur le site de la catastrophe. L'information vient de nous parvenir à l'instant. Philippe Migaud, quelles conséquences sur ce conflit ukrainien qui dure maintenant entre les autorités ukrainiennes et les séparatistes pro-russes? Ça va se passer comment? Parce que si aujourd'hui tout le monde pointe du doigt Vladimir Poutine, est-ce que ça ne va pas aussi affaiblir le président russe, d'ailleurs, qui ce soir appelle à un cessez-le-feu, la chancelière allemande également, Angela Merkel, le président américain aussi, Barack Obama? Est-ce que vous pensez que ça va faire baisser les tensions, au contraire que ça va les accroître? Alors, ça va dépendre, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. En fonction des conclusions de l'enquête, si enquête il peut y avoir, puisque vous venez de nous dire qu'a priori... ça paraît très compliqué déjà. Ça paraît compliqué pour l'instant. En fonction des éléments de l'enquête, imaginons que ce soit une bavure ukrainienne, il va y avoir une pression sur M. Poroshenko pour qu'enfin, il se plie aux injonctions des Européens et des Américains qui réclament un cessez-le-feu. Vladimir Poutine aussi réclame depuis le début un cessez-le-feu. Ça fait des semaines qu'il réclame un cessez-le-feu. Donc en fait, il reste sur sa position initiale.
imaginons que ce soit les séparatistes qui aient... Le président ukrainien, pardonnez-moi, il était d'accord quand même pour un cessez-le-feu dans oui, l'Est alors de il y a eu un cessez-le-feu. Oui, il y a eu un cessez-le-feu. Oui, parce que vous dites qu'il n'était pas... il n'a jamais voulu d'un cessez-le-feu. Il a voulu quand même un cessez-le-feu. Il y a eu un cessez-le-feu, un premier cessez-le-feu qui d'ailleurs n'a pas été totalement respecté, mais bon... Et ensuite, l'opération antiterroriste, comme elle est surnommée, comme elle est nommée côté autorité de Kiev, a repris. Et depuis la reprise de ces hostilités, vous avez, depuis ce moment-là, une constante dans le discours du Kremlin qui est de réclamer un cessez-le-feu. Donc ce cessez-le-feu, ce n'est pas un discours neuf de la part de Vladimir Poutine. Ce qu'on peut attendre, tout simplement, c'est une pression accrue sur les différentes parties en présence pour leur dire, écoutez, on monte d'un degré sans cesse dans la violence, parce que les combats sont extrêmement violents en ce moment entre forces gouvernementales fidèles à Poroshenko et forces séparatistes. On a déjà des dommages collatéraux sur le terrain qui sont importants, avec des pertes civiles, des femmes, des enfants. Maintenant, il y a un avion qui se fait abattre avec 300 civils à bord. On est en train d'arriver à un paroxysme de la violence. Il serait peut-être temps d'arrêter les frais. Oui, ça peut peut-être créer l'électrochoc. Le débat sur le cessez-le-feu est un tout petit peu plus compliqué parce qu'en fait, on parle de deux cessez-le-feu différents. Il y a le cessez-le-feu que suggère aujourd'hui au Conseil de sécurité, notamment les Allemands, les Français, les Américains, qui est le cessez-le-feu qui permettrait d'accéder sans difficulté aux données d'enquête. Donc notamment d'arriver sur la scène des crimes pour pouvoir examiner les corps et les débris de l'avion, du moins pour ce qu'il en reste après qu'elle ait été copieusement piétinée par des gens qui ont intérêt à ce qu'elle soit piétinée. Et ça, c'est un cessez-le-feu qui est dans l'ordre des choses. Quelles conséquences et qui, s'il ne se produit pas, voudrait effectivement, j'allais dire, signerait un petit peu plus l'aveu des séparatistes qui, à travers leur message Twitter d'hier et le fait qu'ils les aient ensuite effacés quand ils se sont rendus compte du dégât, signerait un peu plus l'aveu. Et puis, il y a le cessez-le-feu sur le thème est-ce qu'on va permettre, est-ce qu'on va consacrer l'existence d'un corps politique séparé autour de Donetsk et de Lugansk. Autrement dit, est-ce qu'on va récompenser les gens qui travaillaient à l'intérieur de ce territoire et qui ont abattu l'avion? Ça, je pense qu'il n'y aura probablement pas beaucoup de volontaires du côté occidental pour soutenir ce type de cessez-le-feu-là. Est-ce que vous pensez que ça va baisser ou accroître les tensions? Quoi donc? Cette catastrophe, ce qui s'est passé là, qui prend une dimension internationale, évidemment. Elle accroît évidemment les tensions, ne serait-ce qu'en sortant ce conflit hybride, ce conflit non linéaire, de l'ombre relative dans laquelle il se déroulait. Ça arrangeait finalement beaucoup de monde que l'on parle de moins en moins. Il fallait reprendre les affaires, c'était quand même plus intéressant. Et puis comme ça, en passage, on pouvait oublier l'annexion de la Crimée et ainsi de suite. Là, pour le coup, la guerre se présente en grand. Ce n'est plus seulement sur la télévision russe que l'on voit les images des obus qui tombent sur Lugansk de la part des forces ukrainiennes. Maintenant, nous avons tous les images de la guerre de l'Est ukrainien dans nos chaumières. Ça, ce n'est pas fait pour apaiser, évidemment, le climat. Merci Philippe Migaud d'être venu sur le plateau de France 24. Merci François Hesbourg d'être venu également.